Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. À Bruxelles, une personne sans abri sur 5 est une femme. Une réalité longtemps ignorée et non prise en considération, en tout cas dans les dispositifs d'accueil. Or, les femmes sans abri ont des besoins spécifiques et elles ont très souvent connu la violence. L'idée de créer des espaces d'accueil dédiés spécifiquement aux femmes sans abri fait de plus en plus son chemin. L'SBL Lilo, qui propose déjà plusieurs dispositifs d'accueil à Bruxelles et en Wallonie, vient de mener une étude d'action sur la question du sans-abrisme au féminin et elle a fait participer des femmes qui vivent ou ont vécu en rue dans le processus de réflexion. Conclusion, il est urgent et nécessaire de créer un centre de jour par et pour les femmes. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors pour en discuter ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Alors déjà bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Tout d'abord, donc Cindy, vous avez vécu en rue pendant plusieurs années et vous avez participé à ce processus de réflexion dont je parlais juste avant. Et vous venez aussi de terminer une formation en paire et danse. Vous nous en parlerez dans un instant. Et Ariane Dirix, vous êtes directrice générale de l'SBL Lilo. Alors Ariane Dirix, je me tourne d'abord vers vous. Pour parler justement de ces chiffres, donc on le dit, une personne sans abri sur 5 est une femme. Selon le dernier recensement, dénombrement plutôt, qui a été réalisé par Bruxelles en novembre 2020, il y aurait 1110 femmes sans abri à Bruxelles. Alors ça paraît énorme, mais en même temps, on sait que c'est sous-estimé en fait. Tout à fait. C'est un des premiers constats qu'on a pu faire avec cette étude d'action. On pressentait qu'il y avait une sous-estimation importante du sans-abrisme au féminin et c'était une des motivations à mener ce projet. Et cette étude a effectivement confirmé ce constat d'une sous-estimation et d'une méthodologie probablement de dénombrement qui ne tient pas suffisamment compte de ce qu'on appelle le sans-abrisme caché. Alors justement, c'est quoi ce sans-abrisme caché ? Alors on sait, et tous les professionnels de secteur savent que les chiffres relatifs au sans-abrisme de manière générale, souvent ça n'est que la pointe de l'iceberg et qu'il y a toute une série de personnes qui sont en fait en situation de risque de sans-abrisme assez important, qui ne sont pas répertoriées dans les dénombrements, probablement parce que la méthodologie ne permet pas notamment de travailler sur les situations de logement inadéquat, insalubre, qui sont quand même assez nombreuses. Si on se réfère à la typologie européenne ETHOS qui situe le nombre, les personnes sans abri par rapport à l'exclusion au logement, on doit tenir compte normalement de toutes les situations de risque de sans-abrisme que sont notamment les logements inadéquats, précaires, insalubres, etc. Ce qu'on appelle le mal-logement. Le mal-logement. On sait aujourd'hui, dans une situation de crise comme celle qu'on connaît, que le basculement vers la perte de logement, quand on est en situation de grande précarité, notamment dans le logement, ce risque, il est quand même majeur, quoi. Ça se voit peut-être beaucoup plus aujourd'hui avec la crise post-Covid qu'on est en train de vivre. Donc, les chiffres des dénombrements probablement ne tiennent pas suffisamment compte de ces situations. Or, on sait que les femmes sont majoritaires à être dans ces situations de précarité de logement. Elles sont majoritaires, en fait, effectivement, dans les chiffres de précarité, de pauvreté. Les femmes sont majoritaires, mais en rue, elles restent minoritaires. Oui, ça, c'était l'élément qui nous faisait penser qu'il y avait, avant même de mener l'étude, une sous-estimation importante du sans-abrisme au féminin. On sait que tous les indicateurs chiffrés, statistiques, confirme que la précarité est plus féminine que masculine. Il n'y avait pas de raison qu'au dernier échelon de l'exclusion, tout d'un coup, les chiffres s'inversent. Or, c'est ce que disent les chiffres. Donc, il y avait quand même probablement des indicateurs forts qui nous permettaient de penser qu'il y avait un sans-abrisme caché important. Les familles monoparentales, par exemple, sont quand même très majoritaires dans les situations de précarité de logement, de mal-logement. Or, 85% de familles monoparentales, ce sont des femmes. On sait que les personnes âgées aussi sont en risque de mal-logement plus important. Et là aussi, il y a une majorité de femmes. Un autre type de population qui est fortement pointé par le sans-abrisme caché, ce sont les femmes et les enfants qui vivent des situations de violence au sein de leur foyer. De nouveau, la crise Covid a démontré qu'il y avait quand même un risque majeur de basculement vers le sans-logement et que les situations de violence avaient explosé durant cette période-là. Or, ce sont toute une série de populations qui ne sont pas prises en compte dans les dénombrements. Et notamment aussi parce que les femmes, peut-être en priorité, vont essayer de trouver des solutions chez des amis, dans leur réseau. Avant de basculer vers la rue, elles vont trouver
plus de ce genre de solution. Les femmes, en fait, savent que la rue est dangereuse pour elles. Ça reste quand même un territoire majoritairement masculin. On sait que le risque d'agression sont importants. Les violences en rue sont quand même très nombreuses. Et donc, les femmes évitent ces situations-là pour elles-mêmes ou pour leurs enfants. Elles ne veulent pas faire vivre cette galère à leurs enfants. Et donc, elles vont être dans des stratégies d'évitement, passer une nuit chez une amie, une autre dans une voiture, la troisième au sein de la famille, parfois sans jamais dire, en fait, qu'elles ont perdu leur logement. Il y a ce phénomène de honte aussi qui est quand même assez présent. Et donc, elles passent sous les radars de l'aide sociale. Elles finissent par ne pas faire appel, en fait, aux services sociaux classiques que peut-être d'autres personnes solliciteraient. Et ça provoque aussi une détérioration de leur situation administrative notamment, mais pas que administrative, parce que c'est comme ça aussi qu'elles peuvent se retrouver dans des situations de consommation pour arriver à supporter la galère dans laquelle elles se retrouvent. Alors, évidemment, derrière ces chiffres, derrière ces situations que vous décrivez, il y a des personnes. Et Cindy, vous êtes l'une de ces personnes qui... vous avez vécu en rue pendant plusieurs années. Aujourd'hui, vous en êtes sortie, notamment grâce au programme Housing First. Alors, Cindy, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler un peu de votre parcours et finalement de ce point de basculement? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se retrouve en rue? J'ai eu un parcours assez classique. J'ai eu un enfant, j'avais 21 ans. J'ai fait différents travails. J'ai travaillé en call center, je fais de la menuiserie, je travaille en plaine de jeux. Enfin, j'ai fait un peu tout un tas de choses. Et puis j'ai toujours bien aimé, on va dire, faire la fête et boire un verre le week-end, voilà. Et j'ai eu une année de grands changements dans ma vie, une séparation qui s'est bien passée, mais c'était quand même une séparation, un déménagement, la perte d'un emploi, la perte de 60 kilos. Et tout s'est passé la même année. J'ai beaucoup fait la fête, beaucoup bu. Je buvais de plus en plus, jusqu'à boire même quand j'étais seule et à ne plus pouvoir m'en passer. Je suis rentrée en sevrage à l'hôpital psychiatrique. Et là, j'ai rencontré donc un homme sur place qui est venu vivre chez moi quand je suis sortie de l'hôpital. Et là, ça a été la dégringolade. C'est avéré que cette personne était extrêmement violente, se droguait, etc. Et le fait, la honte, en fait, d'avoir recommencé à consommer de l'alcool a fait que je n'ai pas appelé à l'aide par rapport à cet homme. Et voilà, c'était vraiment un cercle vicieux où il y avait des violences, de l'alcool et où je me disais, c'est tout ce que je mérite puisque j'ai recommencé à boire, en gros. Et de là, je n'ai plus payé mon loyer et je me suis retrouvée donc à la rue avec mon gros sac à dos et sans trop savoir quoi. Je ne savais pas. J'étais là avec ce compagnon violent qui s'est retrouvé à la rue en même temps que moi et mon gros sac à dos sans trop savoir... où aller, en fait. Mais c'est vrai que ce terme de dégringolade, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. On voit vraiment bien comment plusieurs petites choses se mettent les unes avec les autres pour arriver à cette situation-là. Qu'est-ce qu'on se dit quand on se retrouve là à la rue? Est-ce que vous dit, je dois trouver des solutions, je dois trouver un accueil d'urgence? Vous avez pu trouver des dispositifs d'accueil ou vous n'avez pas cherché Mais ma première réaction, puisque je ne savais pas trop quoi faire, on ne nous apprend pas à l'école ce qu'on doit faire dans la situation si on se retrouve sans abri. Donc j'ai été à la commune, je me suis dit je vais aller les prévenir que j'ai plus de logement parce qu'on doit faire un changement d'adresse. Donc je me suis dit j'allais signaler que je n'avais plus d'adresse. Et là, c'est un éducateur de rue qui nous a trouvés. Je pense qu'il était marqué sur mon front et sur mon énorme sac à dos nouveau SDF et qui nous a fait une petite visite guidée d'accueil de jour, des structures de nuit, Resto du Cœur, etc. Et de là, je suis rentrée dans ce système, en fait, dans ce monde parallèle. Je suis passée de l'autre côté du miroir de ce monde que je n'imaginais pas avant. Je savais qu'il y avait des SDF, voilà, comme tout le monde, de temps en temps, je donnais bien un pain au chocolat, une petite pièce, une cigarette. Mais c'est vraiment un monde parallèle complètement... où au début, j'étais un peu sous le choc, en état de choc, en fait, c'est vraiment ça. On ne sait pas. Je ne savais pas. J'attendais, je ne savais pas comment ça allait se passer, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, je ne savais pas s'il y avait des papiers à remplir. Voilà. Et la vie en rue, parce que vous avez déjà pointé un mot, le terme violence. Alors le terme violence de votre compagnon quand vous étiez en logement, mais en rue, j'imagine qu'il y a d'autres violences qui s'ajoutent.
Oui, et assez bizarrement, c'est des personnes qui étaient en rue depuis bien longtemps qui ont réussi à faire en sorte d'éloigner cet homme violent de moi, parce qu'ils m'ont pris un peu sous leur aile en affection et ils se sont rendus compte de la violence extrême qu'il avait vis-à-vis de moi et ils ont réussi à l'éloigner de moi et à faire en sorte que je ne retourne pas vers lui aussi, puisqu'il y avait une espèce d'emprise qu'il avait sur moi qui faisait que j'avais tendance, quand je buvais, à retourner vers lui. Et donc, voilà, eux m'ont soutenu par rapport à ça. Ils l'ont gardé éloigné de moi. Après, il y a effectivement toujours de la violence dans le sens où si on prend des personnes qui consomment toute la journée, que ce soit de la drogue, de l'alcool, etc., qui restent toute la journée en mouvement, à marcher, à passer le temps, etc. Il pleut, il fait chaud, il y a les consommations. Quand on arrive le soir et qu'on rentre en abri de nuit, vous prenez ces 25 de ces personnes, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, et vous les enfermez ensemble dans une structure. Donc forcément, il y a de la violence. Les gens ont bu, les gens se sont drogués. Pas forcément tous, mais la majorité. Il y a des consommations, puisque concrètement... on arrive à la rue parce que souvent, il y a déjà des consommations avant et après, on n'a plus que ça à faire, en fait, en rue pour passer le temps. Et vous les enfermez tous ensemble, c'est forcément qu'il y a des tensions, il y a des violences, il y a des vols, il y a voilà, des agressions sexuelles des fois, des sous-entendus, Ariane Dirix, c'est un des points qui ressort du rapport, c'est que, encore plus que pour les hommes, les femmes connaissent vraiment de la violence à toutes les étapes du sans-abrisme. C'est-à-dire que souvent, ça peut être une cause du sans-abrisme, parce qu'elles vont quitter un partenaire violent, par exemple, et puis elles connaissent ces violences en rue. Elles peuvent aussi connaître des violences dans les institutions et dans les dispositifs d'accueil. Donc, il y a une espèce de continuum de la violence. En effet, effectivement, c'est le deuxième constat important de l'étude. On savait que la violence, ou les parcours de violence plutôt, parce que c'est un continuum de violence au pluriel, en effet, qu'on observe chez les femmes qui se retrouvent un jour en situation de sans-logement. On savait que c'était une cause majeure de sans-abrisme, en fait, chez les femmes. C'est pas le même type de parcours qui amène les femmes ou les hommes dans la rue. Et l'étude Action a démontré, effectivement, s'il le fallait encore, que ce parcours de continuum, il se poursuit après la rue et pendant la rue. Et donc, c'est extrêmement difficile. On peut imaginer que, après avoir vécu un parcours de violences multiples, se retrouver à nouveau dans un système où les violences font partie de la vie quotidienne, en rue, mais parfois aussi, il faut le reconnaître, dans les institutions du secteur. Il y a des violences institutionnelles qui sont inconscientes et qui sont notamment liées au fait que les infrastructures et le système de l'aide aux sans-abri n'est pas pensé de manière spécifique pour les femmes et donc n'est pas forcément capable d'accueillir une parole spécifique, de reconnaître des situations de violence genrée. Et ça, en soi, c'est une violence qui est quand même forte à l'égard des femmes. Et c'est ce qui explique aussi que souvent, même quand elles ont le courage de pousser les portes d'un centre ou d'un dispositif d'accueil de jour ou de nuit, elles finissent par ne pas y rester parce qu'elles ne s'y retrouvent pas, elles ne trouvent pas de la sécurité, elles se sentent mal à l'aise dans un espace qui est censé être mixte, mais qui en réalité a été pensé plutôt selon les standards du masculin universel, comme on dit, et ça c'est extrêmement fort. Je pense que la plupart des femmes qui ont vécu ces situations-là, cette expérience-là, peuvent témoigner de la violence en fait permanente liée au fait que les infrastructures ne sont pas pensées pour elles. Et ça, Cindy, vous l'avez remarqué, vous, quand vous étiez en rue, ça se concrétise comment ? C'est des lieux où il n'y a pas vraiment de chambres isolées pour les femmes, on doit dormir dans des dortoirs avec des hommes, des douches partagées Au niveau en tout cas des structures que moi j'ai fréquentées donc, sur Charleroi, il y a un accueil de nuit mixte, où là, il y a une chambre à l'étage avec 3 lits pour les femmes, avec une douche à part. Et sinon, il y a un autre accueil de nuit où là, c'est pour les femmes seules, femmes avec enfants, femmes en couple ou hommes avec enfants. Et là, effectivement, ce sont des dortoirs. Donc, tout le monde dort dans le dortoir, hommes, femmes et enfants dans la même pièce. Et sinon, c'est vrai qu'au niveau de l'accueil de jour, très clairement, moi, je me suis retrouvée à un peu chercher, on va dire, un tampon en faisant pss, pss. T'as pas un tampon, parce qu'il y a 25 gars autour et que
c'est toujours un peu délicat. Et c'est vrai que moi, j'ai eu, entre guillemets, cette chance, c'est d'arriver, de connaître du monde. Donc, quand je suis arrivée dans, par exemple, cet accueil de jour et après les accueils de nuit, c'est que j'étais pas seule. Donc, je rentrais, mais toute seule, même moi qui suis quand même assez franche et voilà, j'ai pas peur de grand-chose. Arrivée dans cette pièce, on longe un grand couloir et puis on arrive et on a là un réfectoire où il n'y a que des hommes, quasi 25, 30 hommes. Et on traversait cette salle pour arriver, pour aller chercher un café, par exemple. Voilà, je pense que c'est pas, voilà, c'est oui, pas évident. Surtout si on a connu effectivement des parcours de violence avant ou des parcours de violence en rue, des agressions sexuelles. On sait qu'il y en a en rue, donc j'imagine qu'effectivement rester dans ces endroits. On voit d'ailleurs dans l'étude Action que beaucoup de centres d'accueil disent oui, les femmes on les voit, elles passent, mais elles ne se posent pas. En effet. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous militez aujourd'hui pour la création de ce centre de jour pour les femmes? C'est pour avoir un lieu où les femmes pourraient se poser. Se poser, se reposer dans un endroit dans lequel elles se sentent en sécurité, où la parole va être libre, où, comme le disait Cindy, on va oser parler de sujets qui concernent spécifiquement les femmes, que ce soit un tampon ou beaucoup plus problématique, parler d'un viol, d'une violence sexuelle qu'on a subie la nuit d'avant ou peut-être beaucoup plus tôt dans un parcours qui a été fait de plein de difficultés. S'il n'y a pas des espaces safe, comme on dit, où les femmes se sentent à l'aise, peuvent parler entre femmes, clairement, ces situations-là, ces témoignages-là ne vont jamais pouvoir émerger. Donc ça, c'est effectivement très important pour nous de pouvoir organiser des accueils des dispositifs d'accueil qui vont permettre aux femmes de se sentir chez elles. C'est la condition probablement la plus importante pour pouvoir rencontrer de manière spécifique les besoins des femmes. Avec un centre qui, idéalement, et je reprends vos témoignages qui se retrouvent dans l'étude Action, Cindy, où vous dites, oui, il faudrait que ce soit ouvert 7 jours sur 7 parce que c'est important de dire au revoir, à demain. À demain, oui, c'est super important de voir un avenir, parce que quand on est à la rue, on vit à la seconde, quoi. On ne sait pas où on va manger aujourd'hui, on ne sait pas où on va dormir, on ne sait pas si on va dormir. Voilà. Mais d'avoir quelque chose où tous les jours, on sait que, même si c'est ouvert que 4 heures par jour, mais de se dire, de 8 heures à midi, je sais que je peux aller là-bas, je sais que s'il se passe quelque chose demain à 8 heures, je peux aller là-bas, c'est ouvert, c'est voir vers l'avenir, en fait. C'est voir un peu plus loin que ce soir, ce midi. C'est quelque chose, c'est une oasis, quoi. C'est se dire, allez, tiens le coup, cette nuit c'est difficile, tu n'as peut-être pas trouvé un endroit où dormir, tu ne vas pas dormir de la nuit, mais à 8 heures, tu vas pouvoir aller te poser, ou à 9 heures, ou à 10 heures, mais tu vas pouvoir aller te poser et... te dire, voilà, je souffle, je pose mon sac et je bois un café ou je fais une démarche, je passe un coup de fil, je peux faire... trouver des papiers, par exemple. Ça ouvre le champ des possibles, en fait. Oui, ça ouvre le champ des possibles de se dire, je peux aller là-bas et peut-être ne rien faire, juste me poser. Ou alors... Avoir un accueil personnalisé. Un accueil personnalisé. Et adapté à vos demandes spécifiques. Alors, je disais, ce centre de jour, c'est vraiment la recommandation qui sort de cette étude d'action sur le sans-abrisme au féminin. Alors, c'est une étude d'action que vous avez voulu mener avec ce qu'on appelle les experts du vécu, c'est-à-dire les personnes, les femmes qui ont vécu ou qui vivent toujours en rue. En quoi c'était important pour vous, Ariane Dirix, de mener cette étude avec elles ? On a la conviction à Lilo que se baser uniquement sur l'expérience des travailleurs de terrain ou des gens qui font de la recherche, ça n'est pas suffisant. Il faut pouvoir croiser les différents niveaux d'expertise. Et l'expertise de vécu, elle est certainement aussi, si pas plus importante que toutes les autres expertises qu'on peut rassembler. Donc c'était une évidence pour nous qu'il fallait avoir la parole des femmes, comprendre par leur propre témoignage et leur vécu pourquoi les infrastructures telles qu'elles sont pensées aujourd'hui ne sont pas adaptées à leurs besoins. Je pense que
on l'entend par le témoignage de Cindy aujourd'hui, c'est vrai avec les témoignages des autres femmes qui ont participé au projet. Il n'y a rien qui peut parler aussi bien de l'inadéquation de nos structures que leur propre expérience de la fréquentation de ces structures-là. Donc c'était pour nous une évidence que la conceptualisation d'un nouvel espace devait se faire avec les femmes qui ont vécu ces expériences-là. Et vous, Cindy, du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce processus de réflexion ? Mais ce qui m'a motivée, c'est déjà le fait, à la base, qu'on nous donne la parole, qu'on nous demande, tiens, qu'est-ce que vous auriez voulu, qu'est-ce que vous voudriez maintenant ? Parce que moi, je suis sortie de rue, mais il y a d'autres femmes qui y sont encore, ou qui y étaient encore, qui en sont sorties maintenant. Et rien que ça, rien que le fait, je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est, parce que là, on nous demande notre avis. Waouh ! Parce qu'avant ça, on ne nous demandait pas notre avis. Moi, personnellement, en rue, les seules choses qu'on m'a proposées adaptées aux femmes, ce sont des ateliers de maquillage et de coiffure. Je me suis dit, là, je vais pouvoir dire qu'il nous faut autre chose que ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendue... Je savais déjà que ça serait bien qu'il y ait un centre comme ça, mais là, je me suis dit, mais non, c'est pas juste que ça serait bien, c'est vital, il le faut. Voilà, quand certaines témoignaient du fait qu'elles faisaient semblant de faire la cliente toute une journée dans un centre commercial pour ne pas devoir aller à un accueil de jour, par exemple. Enfin, c'est pas normal de devoir marcher pendant 12 heures sur sa journée parce qu'on a peur d'aller quelque part pour pouvoir réellement s'asseoir et se poser et faire des démarches. Enfin, c'est pas... Il y a toutes ces choses-là, enfin, c'est vraiment vital. Vraiment vital. Moi, j'ai vu moi-même des femmes passer une journée assises à la gare pour ne pas devoir aller dans un centre de jour. Oui, à la gare ou à l'aéroport, parce que là, ce sont des lieux où on peut où il y a du passage. Il y a du passage et on peut faire croire qu'on est juste assoupi sur sa valise. C'est vraiment se fondre dans la masse. Hein. C'est des témoignages qui sont très, très récurrents. On entend ça beaucoup. Rester des heures sur un banc dans une gare ou aller dans des piscines pour prendre des douches et puis passer inaperçu, jouer entre guillemets à la cliente, effectivement, sont toutes des situations. Aller au cinéma toute la journée, ou au parc, effectivement. Quand le temps le permet, rester, mettre une couverture et rester au parc. On est un peu comme tout le monde, en fait. C'est ça. Jouer à monsieur, madame, tout le monde. Ce sont ces stratégies d'évitement qui permettent aux femmes de passer inaperçues et de ne pas subir des agressions, effectivement. Alors, c'est peut-être possible à certains moments de la journée. C'est beaucoup plus compliqué la nuit, on peut l'imaginer. Mais même en journée, ça reste quand même extrêmement difficile. Et c'est ce qui explique aussi que des femmes vont chercher, entre guillemets, la protection d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Alors, Cindy, dans son témoignage, elle expliquait que pour elle, les hommes qu'elle a pu rencontrer en rue ont heureusement réussi à la sauver d'une situation de violence, mais dans beaucoup de cas, c'est l'inverse qui se produit. Et donc, un centre de jour où les femmes peuvent venir se poser entre femmes, ça va aussi leur permettre d'éviter d'aller chercher des mauvaises protections et de subir de nouveau des rapports de domination, en fait. Oui, et puis il y a aussi toute la question des abus sexuels, des viols, de ce que vous appelez dans le rapport le sexe de survie aussi, ouais. de femmes qui acceptent des propositions parce que c'est la seule solution sur le moment où ça permet d'avoir un peu de répit quelques instants. Est-ce que le lieu que vous voulez créer, ça permettra aussi de parler de ces abus sexuels, parce que j'ai l'impression que parfois dans les témoignages, on voit que les femmes sans-abri qui ont subi des abus sexuels, elles ont tendance un peu à banaliser la chose, à se dire presque c'est normal parce que vous le vivez au quotidien, enfin peut-être pas au quotidien, mais en tout cas régulièrement, et donc ça devient quelque chose qui est presque banal. Mais Cindy ? Pour l'avoir vécu, en fait, et j'ai seulement réalisé ce qui s'était passé pendant cette année de cours à Lumons, quand j'ai fait la formation de père aidance, j'ai dû faire ma ligne de vie. Et dans cette ligne de vie, à un moment donné, je parle du fait que quand j'étais en rue, il m'est arrivé des messieurs que je rencontrais régulièrement parce qu'ils revenaient tous les jours par le même train à la gare et voilà, qui me payaient un café, un sandwich, qui me donnaient une petite pièce, une cigarette, etc. Qui, au bout de quelques semaines, venaient me voir et me disaient « Mais si tu veux, viens à la maison ». Tu vas prendre une bonne douche, tu dormiras dans un bon lit, tu vas regarder la TV, tout ça. Et j'y allais parce que je sentais que cette personne n'avait pas l'air violente, je vais dire. Mais au fond de moi, je savais qu'il y aurait une contrepartie. Et donc, voilà, j'y allais, j'y pensais pas, en fait. Ça se faisait et ça se faisait.
Voilà, ça me semblait normal de payer. Sur le moment, ça me semblait normal. C'était pas cher payé pour réellement passer une bonne nuit, avoir une bonne douche et un bon repas devant la TV. Voilà. Et c'est seulement ici, cette année, en revenant sur tous ces événements, que je me suis rendu compte que j'ai vendu mon corps, en fait, pour avoir une nuit de tranquillité. Et c'est assez... C'est très interpellant parce que ça démontre encore une fois l'inadéquation des solutions qu'on peut proposer dans le secteur. Si les femmes, on arrive à devoir accepter ce genre de situation pour survivre, parce que c'est quand même des stratégies de survie, c'est qu'on est tout à fait en incapacité, nous en tant que professionnels de terrain, d'apporter les bonnes réponses avec des centres qui reposent sur des équipes qui sont formées, qui sont capables d'identifier des situations de violence. On devrait pouvoir éviter que des femmes aient à vivre ce genre de choses. Oui. Ouais, mais parce que vous parlez des formations, c'est vrai que est-ce que vous avez le sentiment que les travailleuses sociales sont trop peu formées à ça, qu'il y a peut-être une volonté évidemment d'accueillir et de proposer des choses aux femmes sans abri, mais que ils n'ont pas les moyens, les outils en main pour le faire? C'est un des constats de l'étude aussi. Et bon, alors, le niveau de formation dans le secteur est assez inégal sur la question de connaissance des besoins spécifiques des femmes, mais il est très certainement bien en deçà des besoins réels, quoi. On voit en tout cas qu'il y a une méconnaissance des enjeux liés aux droits des femmes de manière générale dans le secteur. Il y a certainement une un peu meilleure formation des équipes qui travaillent dans des maisons d'accueil dédiées aux femmes, parce que ça existe quand même. Par contre, ça reste quand même majoritairement des travailleurs qui sont des généralistes, qui doivent s'y connaître un petit peu dans tous les domaines, en santé mentale, en addiction, en droit des étrangers, etc., etc. Donc on ne peut pas être des spécialistes de tout. Et en tout cas, la question des besoins des femmes étant méconnue, forcément, comme on n'est pas en capacité de les accueillir correctement et de faire émerger une parole authentique, on n'est jamais capable de s'adapter à ces besoins puisqu'ils ne sont pas correctement exprimés. Et donc, certainement, il y a un déficit important de formation sur la question de violence genrée notamment, et plus largement de droits des femmes. Et ça nous paraît une condition essentielle aussi de former correctement tout ce secteur, et certainement l'équipe qui aura à travailler dans un centre qui sera spécialisé dans l'accueil des femmes. Et ce centre, d'ailleurs, vous l'avez envisagé. Alors, il y a eu beaucoup de discussions et je pense beaucoup de débats, de ce que j'ai compris, mais vous l'avez envisagé comme non mixte. C'était indispensable pour vous ? Alors, non mixte pour le public, c'est dédié pour non mixte au niveau, non mixte pour le public, ça, oui. Effectivement, on l'a compris, donc ce sera réservé pour les femmes. Mais ce que je voulais dire, c'est non mixte au niveau des travailleurs, ça. Donc il n'y aurait que des travailleuses. Oui, en effet, c'est l'idée. Il y a eu des débats assez importants sur la question de mixité ou non mixité de l'équipe, et finalement, c'est le critère de la volonté d'inclusion la plus forte qui a permis de trancher. On s'est dit, s'il y a une seule femme qui, parmi les bénéficiaires de ce centre, se sent mal à l'aise de pousser la porte du centre parce que la présence d'un homme pourrait lui faire peur, parce qu'elle aurait elle-même encore des traumas liés à des violences conjugales, qui ferait qu'elle ne serait pas en capacité à ce moment-là d'être confrontée à la présence d'un homme, eh bien ça voudrait dire qu'on aurait raté la mission. Étant donné que d'autres espaces mixtes permettent d'accueillir aussi des femmes, et quand je dis espace mixte, je parle aussi d'équipes mixtes, les femmes qui sont plus à l'aise dans une équipe mixte pourront continuer de fréquenter évidemment ces centres-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce centre qu'on veut créer, permette d'accueillir les femmes qui ont vraiment besoin d'un espace le plus sécurisé possible, et ça peut passer par la non-mixité de l'équipe. D'accord. Alors, on arrive à la fin de l'émission, mais j'ai peut-être une dernière question pour l'une et l'autre. La première, Ariane Dierix, c'est vous avez présenté votre rapport, votre étude d'action la semaine passée aux parlementaires bruxellois. Oui. Est-ce que vous avez bon espoir que ce projet soit mis en œuvre ? En tout cas, on a senti un accueil très, très enthousiaste par rapport aux résultats de l'étude, et il semblerait qu'il y ait une volonté politique d'avancer assez rapidement vers la création d'un centre de jour, donc on s'en réjouit. On espère que ce ne sera pas la seule solution qui sera apportée pour pouvoir mieux rencontrer les besoins des femmes, parce qu'un centre, c'est important, mais on pourra y accueillir maximum 50 à 60 femmes par jour. Notre volonté, c'est qu'on puisse plus largement dans le secteur travailler sur la question des droits des femmes sans abri. D'accord. Et Cindy, ma question, elle est assez simple, c'est que qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement pour la suite ? Mais que ce centre ouvre, parce que les retours que moi j'ai, c'est
le retour que j'ai le plus, c'est pourquoi ça n'a pas été fait avant. Voilà. Je ne sais pas répondre à cette question, mais en tout cas, voilà, c'est ce que tout le monde me dit. Il faut que ça voie le jour. Voilà, on dirait qu'on a qu'on a ressorti, enfin qu'on a mis. C'était une évidence en fait. Les gens se disent mais oui, mais. Oui, pourquoi pas avant ben, je ne sais pas, mais en tout cas là, oui, vous souhaitez, c'est que ça voit le jour. En tout cas, il y a une volonté de le faire maintenant et on suivra le projet. Et puis, je voulais juste vous dire que si ce sujet vous intéresse, je vous invite aussi à aller sur notre site internet www.laïcité.be pour écouter le témoignage de Mariam, qui est aussi une personne qui a vécu en RI pendant 7 ans. Et elle, dans son témoignage, elle aussi marque très fort le fait qu'il manque ces centres d'accueil de nuit et de jour, d'ailleurs, pour les femmes. Elle a vécu une grossesse en rue et donc elle milite aussi pour ça. Donc on voit que de partout on entend vraiment cette volonté de créer des centres pour les femmes. Merci vraiment à toutes les deux. Merci à vous. À vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.